Bonjour à tous, bienvenue dans votre dimanche en politique à l'heure du premier bilan pour La République En Marche, un parti taillé sur mesure pour Emmanuel Macron, entré à l'Élysée il y a un an en affirmant son ambition de transformer le pays. Résultat, un vaste programme de réformes et pour les voter, une très large majorité à l'Assemblée. Plus de 300 députés, pour beaucoup issus de la société civile et sans grande expérience politique. L'opposition ironise sur ces députés aux ordres du pouvoir, un procès en amateurisme aussi. Le renouveau qui a séduit les électeurs a vite été stigmatisé. Reste que La République En Marche impose un nouveau style qui dénote avec les élus des précédentes mandatures. Un an après leur arrivée à l'Assemblée, quel bilan pour les députés marcheurs? Eh bien, c'est la question que je vais poser à nos invités. Bonjour à vous. Anthony Sellier, vous êtes député de La République En Marche dans le Gard. Alors vous incarnez parfaitement cette recomposition du paysage politique voulu par le président de la République. Vous êtes jeune, vous êtes issu de la société civile, vous avez une toute petite expérience politique puisque vous étiez conseiller municipal à Bagnols. Vous l'êtes encore à Bagnols-sur-Cèze. Et donc, avant, vous étiez directeur commercial. Est-ce que finalement, aujourd'hui, un an après, c'est un atout ou un handicap? Moi, je le vois comme une force. Cette expérience de 17 ans dans une société privée, au contact d'autres entreprises, puisque mon métier avant faisait en sorte que j'étais au contact d'autres entreprises, m'a permis d'avoir ce vernis de connaissance de l'univers dans lequel les entreprises aujourd'hui gravitent, les difficultés qu'elles rencontrent et les opportunités qu'on peut créer avec elles. Maintenant que je suis de l'autre côté, c'est-à-dire du côté politique. Emmanuel Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes député, élu avec le soutien du Front National dans la 6e circonscription de l'Hérault, membre du groupe des non-inscrits à l'Assemblée, vous n'avez pas de groupe. Quel regard vous portez donc sur cette année passée auprès de cette majorité de marcheurs? Est-ce qu'on peut toujours leur faire les mêmes critiques qu'au départ, c'est-à-dire néophytes, novices? Alors vous-même... Mais je serais assez mal placée de leur faire ce procès-là, étant donné que moi c'est mon premier mandat et ma première expérience politique également. Donc je ne vais pas leur faire un procès en noviciat de la politique. On a beaucoup parlé de députés godillots, aux ordres du pouvoir. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? Écoutez, il suffit de regarder comment sont votés les textes de loi. Quand vous les regardez, le dernier en date, c'est sur la loi immigration. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de dissidents au sein du groupe des marcheurs. Il y en a eu quelques-uns quand même qui se sont abstenus. Il y en a eu un qui a voté contre et 14 ou 15, je ne sais plus, qui se sont abstenus. Voilà. Mais bon, c'est sur les plus de 300, ça ne fait pas beaucoup. Et ça, c'est un reproche que vous leur faites? Ce manque d'autonomie vis-à-vis du pouvoir? Je le ferai pas forcément aux députés. Je pense que quand on assiste et quand on travaille dans l'hémicycle, on s'aperçoit que le gouvernement engage systématiquement un dialogue avec les députés marcheurs et que les autres députés, les députés de l'opposition, qu'ils soient à gauche ou à droite, n'existent pas pour le gouvernement. Donc vous avez beau proposer toutes les possibilités d'amendements possibles, que ce soit des amendements basiques, de bon sens, systématiquement c'est retoqué. Voilà, quand ça ne vient pas de La République En Marche, ça n'existe pas. Il faut dire quand même à votre actif que vous êtes justement la députée de l'ex-Languedoc-Roussillon qui a les meilleurs scores, on va dire. Quand on regarde sur le site de nosdéputés.fr, votre présence, vos interventions, vos questions, c'est vous qui semblez être la plus travailleuse. Je pense que c'est pour ça que j'ai été élue, effectivement, pour travailler. Je suis là pour représenter les citoyens qui ont voté pour moi et puis les citoyens français en général, puisqu'un député, c'est un député de circonscription, mais c'est aussi un élu de la nation. Donc j'aurais honte de ne pas travailler. Pour moi, c'est une évidence. Et puis, comme vous l'avez souligné, voilà, je suis aussi nouvelle en politique. Donc, j'ai plein de choses à apprendre. Pour moi, le fonctionnement de l'Assemblée, c'était une nouveauté. Et donc, pour comprendre, pour apprendre, il faut travailler. Voilà, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis plongée dans le bain très vite et que je ne laisse pas passer les occasions. Voilà. Alors, il a fallu apprendre, justement, se familiariser avec les procédures, avec la façon dont ça fonctionne à l'Assemblée. Et vous n'êtes pas la seule, puisqu'il y a eu donc un bataillon de nouveaux députés élus en Languedoc-Roussillon. Sur 23 députés, 18 sont sous l'étiquette La République En Marche. Je vous propose d'aller à la rencontre d'Annie Chapelier. Elle était infirmière avant d'être élue La République En Marche dans le Gard.
La parole est à Madame Annie Chapelier, rapporteure au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Passer du bloc opératoire à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le défi était de taille. Si son métier d'infirmière anesthésiste lui manquait au début, Annie Chapelier a su s'adapter à sa nouvelle fonction et aux contraintes qui vont avec. Alors il y a une pression, c'est même plus une pression, là c'est une compression. Vous savez, dans les neurosciences, on dit qu'on peut développer des neurones, etc. et des compétences. C'est impressionnant de voir combien on est capable, au bout d'un certain temps, de maîtriser certaines choses. Enfin, maîtriser, le terme peut-être plus fort, mais d'avoir une connaissance approfondie de certaines choses, alors que jusqu'à présent, on en ignorait quasiment tout. L'élu gardoise partage son temps entre Paris et sa circonscription. Dans cet ancien bassin minier, le taux de chômage dépasse la moyenne nationale de 5 points. La députée vient soutenir cette entreprise de haute technologie qui se développe à vitesse grand V pour en finir avec l'image d'une région sinistrée. C'est un bassin qui a une culture industrielle, qui a une histoire industrielle. Donc les gens ici savent ce que c'est que l'industrie. Et ça, c'est un confort pour les entreprises industrielles comme la nôtre. D'abord parce que vous trouvez de la main-d'œuvre qualifiée, vous trouvez des gens qui savent ce que c'est que l'industrie. Spécialisée dans le traitement des poudres et microparticules, la société emploie près de 50 personnes. Donc il y a le lien qui gérer agglomère les... Nous sommes là pour les encourager, pour faire connaître au niveau national ce qui se passe ici et donner non pas une nouvelle image, mais l'image réelle de cette région qui est tournée vers l'avenir, qui innove, qui crée et qui emploie. Mais déjà, un autre dossier attend la députée à sa permanence. Des représentants de la Ligue des droits de l'homme et de la CIMAD comptent sur son soutien pour empêcher le transfert en Italie d'un demandeur d'asile soudanais. Atteint d'hépatite B, il est déjà soigné en France. Le problème, c'est que la préfecture a pris son arrêté uniquement sur une petite partie du dossier en omettant toute la partie médicale. Une requête qui intervient quelques jours après le vote du très décrié projet de loi Asile et Immigration. Annie Chapelier fait partie des députés qui n'ont pas voté le texte. Un voyage parlementaire l'en a empêché, mais elle ne s'en cache pas, elle comptait s'abstenir. Il y a des choses qui sont très positives dedans, enfin, je donne un point de détail. Il y en a d'autres pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, la rétention des mineurs par exemple. Je pense que le texte aurait dû être l'occasion de légiférer sur la rétention des mineurs. On ne l'a pas fait, donc je me suis abstenue sur l'article. Sur l'ensemble, je ne pouvais pas dire que j'étais pour, mais pas non plus contre, donc je me serais abstenue. Un choix qui, pour la parlementaire, ne traduit en rien une baisse de confiance dans le gouvernement Macron, contrairement au député de la Vienne, Jean-Michel Clément, qui lui a voté contre le texte, puis quitté le groupe La République En Marche. La République En Marche, un an après, une baisse de confiance. Donc on l'a vu, il y a eu quelques couacs à l'Assemblée, mais elle est surtout dans la rue. Et c'est là qu'elle s'exprime, cette baisse de confiance, et notamment vis-à-vis des réformes que vous avez votées. Philippe Huppé, je me tourne vers vous en vous posant cette question, en rappelant que vous êtes député de La République En Marche, dans l'Hérault, dans la 5e circonscription. Et vous, à l'inverse d'autres, vous avez une expérience politique puisque vous avez été maire d'Addisson pendant un certain nombre d'années. Cette baisse de confiance, vous la ressentez, vous, réellement? Est-ce que vous avez été dans la rue, dans votre circonscription, rencontrer un petit peu les habitants? Oui, bonjour. Cette baisse de confiance, est-ce que je la ressens? Non, il y a quelques jours, j'étais en discussion avec des cheminots à l'initiative du Parti communiste à Béziers. Ils m'avaient invité, donc j'y suis allé, et j'ai discuté avec eux sur une des raisons pour lesquelles ils sont dans la rue, c'est-à-dire la réforme ferroviaire. Alors, on ne s'est pas convaincus mutuellement, mais ils étaient ravis qu'un député vienne leur discuter avec eux. Donc la baisse de confiance, oui, ils avaient leurs idées, j'ai les miennes, le gouvernement a les siennes, et le Parlement surtout a les siennes. Et à partir de ce moment-là, ils comprennent, mais ils demandent simplement qu'un lien soit créé entre les députés, le gouvernement dans son ensemble, au sens large, et eux pour qu'on leur explique. Après, ils peuvent avoir... Mais la baisse de confiance, non, je la sens pas. Quand je dis baisse de confiance, c'est l'impression que le gouvernement est à la manœuvre et que vous, député de La République En Marche, vous n'êtes qu'une chambre d'enregistrement. Non, on n'est pas une chambre d'enregistrement. On fait partie d'une majorité à responsabilité, puisque le gouvernement est de cette majorité. Donc on accompagne le gouvernement, ce qui est normal. Et en plus, surtout, je ne vois pas pourquoi on poserait des amendements au-delà de ce qu'il faut, puisqu'on est normalement d'accord avec ce qui se passe. Donc le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement.
Loin de là. William Géniès, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et l'Université de Montpellier. Vous avez vu un changement pendant cette année? On parle beaucoup de renouveau, de recomposition, de nouveaux mondes. Est-ce que finalement, à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qui ont changé? Tout d'abord, bonjour. Ensuite, je voudrais préciser, effectivement, comme vous l'avez dit, Florent Hertman, en début de démission, l'élection de 2017 a été un big bang dans la scène politique parce que c'est, depuis le début de la Ve République, le plus fort taux de renouvellement de parlementaires à l'Assemblée nationale. J'ai les chiffres, 75% de l'Assemblée a été renouvelée. C'était arrivé qu'en 58. Donc de ce point de vue-là, du point de vue des chiffres et du renouvellement, c'est un travail, c'est quelque chose d'inédit, de nouveau, puisqu'on ne peut pas comparer aujourd'hui et le début de la Ve République, qui s'est passé. Mais est-ce que ça veut dire renouvellement, veut dire renouveau? Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement qui s'est opéré, ou est-ce que finalement une majorité fonctionne comme elle doit fonctionner, c'est-à-dire soutenir et voter les réformes voulues par le gouvernement? Je reviens un mot sur la structure sociologique du Parlement, et puis après je peux dire un mot sur le fonctionnement, puisque c'est le cœur du débat. Sur la structure sociologique, 72% de néo-députés, le rajeunissement est certain, puisqu'on a 51% de personnes qui ont moins de 50 ans, alors que la législature précédente, c'était 33. La féminisation, on est passé entre les deux législatures de 26% à 38%. Donc la structure du personnel politique a changé. Et comme le disait un des députés présents sur le plateau, la structure aussi des origines professionnelles des députés ont changé. La grande tendance depuis, alors là je remonterai jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était la forte présence de fonctionnaires, de tout type, pas forcément que des hauts fonctionnaires, de gens de l'administration, etc. Avec l'élection qu'il y a eu, on a de nouvelles professions qui ont apparu, notamment les cadres du privé qui sont venus dans l'Assemblée, qui étaient sous-représentés avant, qui aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre, sont surreprésentés. Et on a, et ça c'est un phénomène très important, une diminution des permanents de la politique. C'est-à-dire des gens qui sont affichés comme n'ayant fait que de la politique durant toute leur vie, avant d'accéder à la fonction de député, ou n'ayant pas d'emploi, c'est-à-dire qu'il revient à peu près à la même chose. Donc là-dessus, il y a eu un réel changement. Ça pose le débat et on va en reparler, de l'inexpérience potentielle des nouveaux élus. Mais on ne peut pas tout avoir. Si on renouvelle le personnel, on a forcément des gens qui ont une autre expérience que celle de 20 ans d'activité politique. Est-ce qu'un an après, cette inexpérience, vous la ressentez encore, ou est-ce que vous avez réussi à remonter la pente? On entendait Annie Chapelier tout à l'heure qui nous disait « c'est fou ce qu'on peut apprendre, comme on peut avoir des connaissances approfondies sur des sujets qu'on ignorait totalement ». Ah, c'est une évidence, mais c'est passionnant. C'est évident. Mais est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir comme ça là, je vois, bientôt s'approche la réforme des institutions. C'est quand même un sacré morceau pour les députés. C'est un sacré morceau, mais en fait, toutes les lois, quand on les prend sérieusement, c'est un sacré morceau. Moi, je pense que mon expérience la plus compliquée, on va dire, ça a été le projet de loi de finances. Parce que le projet de loi de finances, on était à peine arrivé, c'était à l'automne dernier. Et là, d'un coup, vous balayez des domaines terriblement différents. Enfin, je sais pas, ça passe des subventions aux médias, tiens, puisqu'on est chez vous, à la loi Pinel, à des articles sur la profession enfin, je sais pas, les ophtalmos, ou bien, enfin, donc des thèmes extrêmement différents, extrêmement divers, et sur lequel d'un coup on vous demande d'avoir une opinion et éventuellement d'avoir quelque chose à apporter, puisque si vous apportez des amendements à un projet de loi de finances, à un projet de loi en général, c'est que vous avez quelque chose que vous considérez être un plus à apporter, ou une modification. Une opinion, les députés de La République En Marche, on la connaît. C'est d'être favorable au texte présenté par le gouvernement. Oui, mais il ne vous a pas échappé que je suis dans l'opposition. Non, mais c'est pour avoir aussi votre regard là-dessus. Ah bah, écoutez, oui, non, mais moi, je ne suis pas là pour juger le travail des députés de La République En Marche. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a un dialogue qui est permanent entre le gouvernement et la majorité de l'hémicycle. Mais bon, enfin, apparemment, c'est aussi un peu le jeu. C'est aussi pour ça que les Français ont élu autant de députés de La République En Marche. Donc, non, ce que je reproche plutôt, c'est effectivement de ne pas donner de place à l'opposition. C'est pas une question d'être censuré ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, je pense que si on veut, comme se targuent les députés de la majorité, être constructifs et justement faire de la politique autrement, il faudrait pouvoir regarder les députés d'opposition comme étant aussi une force de proposition et pas comme balayer leurs propositions de façon systématique, d'où qu'elles viennent dans l'opposition. Et je vous dis, jamais un amendement de l'opposition n'est adopté. Jamais, jamais, jamais. Moi, depuis le début, je ne sais pas combien d'amendements j'ai déposés depuis 10 mois, mais plusieurs centaines, il y en a un qui a été adopté une fois, parce que c'était un amendement de rédaction. Voilà, c'est tout. Sinon, jamais.
Donc, je pense que je ne suis pas complètement hors sol. Je pense que je peux apporter sur certains dossiers une expertise. Je pense que je peux apporter aussi mon expérience de terrain. Et voilà, voilà, c'est pas forcément à balayer d'un revers de main chaque fois. Philippe Huppé, une opposition négligée qui n'est pas écoutée avec ce train de réforme à marche forcée réclamé par le gouvernement et que vous adoptez, que vous votez, c'est l'idée ? Non. Ça, c'est l'opposition qui dit ça, parce que c'est l'opposition, donc il faut bien qu'elle existe. Mais quand on est dans la majorité, je le redis, dans les commissions, il y a un travail. C'est pas seulement dans l'hémicycle que se fait le travail. Il se fait aussi dans les commissions. Alors, et dans les commissions. Je vous interromps, mais que vous êtes tous les trois membres de la même commission, des affaires économiques. Exactement. Oui. Et moi, je finis juste mon propos, et je vous laisse, chers collègues, la parole. Dans les commissions, il y a un travail, et là, les oppositions peuvent parler, et très souvent, les amendements sont débattus et parfois acceptés. Ça, c'est certain. Et surtout, un exemple, je vais faire un rapport sur la loi Macron 2015, et je le fais avec un LR. Donc, il aura son mot à dire. Il est co-rapporteur avec moi. Madame Ménard il a son mot à dire. A proposé plus de 200 amendements. Il y en a un seul qui a été retenu. Oui, mais c'est Madame Ménard. Vous comprendrez. C'est le Front National, c'est autre chose. Non, d'abord, je ne suis pas au Front National, mon cher Philippe. Mais oui, vous êtes au Front Prenons un National. exemple Alors ça, si, je voudrais vous... un exemple très simple. Attendez, si je peux répondre... Non, juste là-dessus, et je vous laisse répondre ensuite. Vous êtes apparenté financièrement au Front National. Oui, tout à fait. Vous voyez une différence ? Oui, je ne fais pas partie du Front National. Je n'ai pas de carte au Front National. Pour moi, je suis libre de mes votes, libre de mes positions. Mais pourquoi, dans ces cas-là, vous êtes apparenté financièrement au Front National ? C'est-à-dire parce que quand j'ai fait ma campagne, j'ai été soutenue par 6 partis politiques et le plus important était le Front National. Voilà, le plus important des 6. Mais vous a pas échappé que j'étais pour l'union des droites. C'est un petit peu un leitmotiv chez moi. Je pense qu'effectivement, si on veut reprendre le dessus à nos idées, à nos valeurs, à nos principes, il faut une union des droites. On n'y arrivera pas sans ça. Je vous laisse reprendre. Non, je voulais reprendre juste un exemple qui était très symptomatique. On parle du travail en commission. Effectivement, on peut discuter des amendements en commission. Heureusement qu'on peut discuter des amendements en commission. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par les Républicains justement sur l'agriculture à l'automne dernier. Elle a été retoquée et en commission et dans l'hémicycle parce qu'elle ne venait pas de La République En Marche. Or, beaucoup des propositions, beaucoup des articles qui étaient dans cette proposition de loi vont se retrouver dans votre proposition de loi qui a été en examen à la commission de la Ce qui fait votre frustration, c'est que vos amendements ne passent pas. Certes, je peux le comprendre parce qu'il y a une volumétrie de travail que je ne remets pas en question. Et d'ailleurs, je reviendrai sur la notion de la plus travailleuse tout à l'heure, si vous me le permettez. Moi aussi. Le point commun le point commun que nous avons entre le gouvernement et les parlementaires, c'est qu'on a défendu un programme politique. Mais expliquez-moi pourquoi une proposition de loi, quand elle rejoint vos propositions à vous, mais qui est déposée par quelqu'un d'autre, ne pourrait pas être acceptée. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des amendements des Républicains qui sont passés dans notre propre commission. Mais donc de mémoire, si vous y étiez... retoquée. Que la vôtre, elle soit retoquée. Leur proposition de loi. Il y a des amendements des Républicains qui sont passés, des amendements de la France Insoumise qui sont passés, pas beaucoup certes, mais il y en a quelques-uns qui sont passés. Et si vous me le permettez, juste en 2 secondes, sur cette notion de volumétrie et de travail, alors je ne remets pas du tout en question la volumétrie de travail de Mme Ménard, mais il faut bien prendre en compte une chose, c'est que la volumétrie de travail telle que vous la considérez au travers du site internet dont vous avez fait référence tout à l'heure, nosdéputés.fr, ne prend pas en compte tout le travail, et c'est important, tout le travail qui est fait notamment en commission et en réunion en extérieur de la présence dans l'hémicycle. Et donc le petit jeu auquel... La présence en commission est présente. La présence en commission quand vous signez ou quand vous prenez la parole. On est d'accord. Ouais. Donc le petit jeu, en gros, des députés, et notamment les plus anciens, c'est de venir en commission, signer, prendre la parole parce que c'est enregistré, et donc c'est enregistré comme un point marqué, et bien souvent ne pas écouter même la réponse à la question à laquelle ils ont posé. Donc je vous invite, toute objectivité, de regarder ce qui est filmé finalement par l'Assemblée nationale en continu dans les commissions, et vous apercevrez que des députés viennent, posent une question, s'en vont, ils vont faire une présence en hémicycle, reprennent la parole, et comptabilisent des points, ils scorent. Comme on dit. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, vous avez appris vite, quoi. Non, parce que pour le coup, moi, ça, c'est pas le service qu'on doit rendre à nos concitoyens qui nous ont fait confiance. Donc moi, je fais pas. William Génial, ça m'énerve. Juste une petite précision aussi sur le travail des députés, il se fait aussi, mes collègues l'ont dit, en circonscription. Un député vote la loi, fabrique la loi, mais aussi passe du temps dans sa circonscription. William Génial. Juste un complément sur la façon dont
nos députés présents ici travaillent, la loi est faite par le Parlement en droit et en théorie. Il y a un fait majoritaire qui fait que le programme qui a été élu depuis le début de la Ve République, il y a un fait majoritaire qui fait que, je le dis entre guillemets, le Parlement, peut-être malheureusement, il y aura des réformes, ça change, a une capacité à enregistrer. Les amendements de l'opposition sont très rarement pris en compte, et les lois qui viennent de l'opposition ou des lois qui sont des propositions de loi produites par le Parlement, c'est extrêmement rare, ou je ne sais même pas s'il y en a sous la Ve République. Ça, c'est un jeu des institutions avec lesquelles nos députés ont affaire. Alors, c'est intéressant, ce qui se dit, c'est qu'il y a les vieilles pratiques, je ne sais pas si elles sont bonnes ou si elles sont mal, qui consistent à scorer. Ça, elles sont apprises. Je pense quand on est néophyte, qu'on rentre, on est très rapidement bizuté pour avoir des bons scores. Mais il y a après tout le travail dans les back-office, avec les conseillers, en commission, qui là est réellement important. Mais un des éléments, et peut-être nous discuterons de ça, qui est sur la réforme à venir des institutions, on doit réduire le nombre de parlementaires. Alors déjà, écrit d'Orphée, parce qu'effectivement, le marché va se réduire. 30% de parlementaires en moins. Sauf que il y a un élément qui doit être mis dans la loi, d'après ce que j'ai lu et entendu parler, qui consiste à renforcer le nombre de conseillers. C'est-à-dire, vous perdez en nombre, on peut le discuter, je veux dire, on peut le discuter parce que, comme il faut 400, 500 députés, etc. En revanche, les députés et les sénateurs auront accès à plus de conseillers. Alors, je ne sais pas si c'est dans leur staff personnel ou dans les staffs de l'Assemblée, mais qui leur permettront, je pense et j'espère, parce que je connais très bien le cas américain, en tout cas, le cas du Congrès américain, où la loi, elle est faite au Congrès. Parce que vous avez 3000 staffeurs, donc par les commissions, vous en avez beaucoup, vous avez une contre-expertise, etc. Tous les budgets sont repassés. Donc une loi qui est proposée par l'exécutif n'est pas proposée aux États-Unis comme elle est proposée en France par l'exécutif. Donc le travail parlementaire est différent. La deuxième chose essentielle, c'est que ça va nous permettre aussi d'évaluer la loi. Parce que le Parlement n'est pas là que pour faire des lois. Il a aussi dans son champ des possibles le fait d'examiner la loi et de voir si la loi qui a été votée est efficace ou pas. Mais ça, vous allez le faire parce que ça c'est quand même l'enjeu. Ça fait déjà partie, normalement, des prérogatives d'un parlementaire. Oui, mais enfin, il faut que les lois soient votées, il faut qu'elles soient appliquées pour qu'on sache, on puisse les contrôler, ce qui n'est pas le cas encore. Mais la réforme le permettra. La réforme le permettra. C'est pour ça qu'il faut réformer, diminuer le nombre de députés pour avoir plus attachés. La réforme va le permettre. Et c'est pour ça que cette réforme est vitale pour le Parlement et pour le rôle du parlementaire. Alors, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Philippe Huppé, tout à l'heure. C'est une des vieilles pratiques qu'on reprochait aux anciens députés de l'ancien monde, c'est leur absence sur le terrain, dans leur circonscription. Ils étaient un peu coupés de leurs électeurs. On a l'impression, et on entend quand même à droite, à gauche, alors peut-être pas vous personnellement, mais quand même cette critique revenir un an après, même si les députés ont changé. Vous me permettrez de ne pas reprendre simplement l'expression de l'ancien monde. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un nouveau monde, il y a une continuité. Ce sont des éléments de langage que vous ne reprenez pas. Permettez-moi de revenir sur cet élément de langage alors que je ne partage pas. Et en plus, je crois que beaucoup de députés font le travail sur leur circonscription, reviennent régulièrement. Je vais me prendre un exemple, puisque je ne veux pas juger pour les autres. J'ai 141 communes, donc c'est certain qu'on ne me voit pas tout le temps dans la même commune. J'ai 141 communes sur toute une grosse partie de l'Ouest héroltais, et je fais le tour sur ces circonscriptions. C'est pour ça aussi que, avant qu'on me le dise, je préfère le dire, que j'ai fait un score qui n'est pas très bon à nosdéputés.fr, car je considère que je dois passer 4 jours dans ma circonscription par semaine et 3 jours à l'Assemblée nationale. C'est l'équilibre que j'ai trouvé. Il y a eu un mot d'ordre qui a été donné. Vous avez eu des consignes par rapport à ça? Non, pas du tout. Mais si vous voulez faire des lois qui soient en phase avec la réalité du monde dans lequel on vit, il faut bien à un moment donné chercher de la matière. Cette matière, vous allez la chercher en circonscription. Voilà. Le terreau qui va nourrir notre réflexion de parlementaire, elle vient de notre circonscription. Mais là, elle est plutôt Moi, dans la rue, typiquement, je ne suis pas agriculteur. Quand il faut légiférer sur les néonicotinoïdes, je m'adresse à des agriculteurs, je m'adresse à des apiculteurs pour qu'ils me donnent, eux, leurs sentiments sur comment ça va se passer, comment on peut accompagner, quelle réflexion il faut mener. C'est comme ça que le débat parlementaire est nourri, c'est comme ça que dans l'hémicycle derrière, on propose et on vote des lois en phase avec la réalité du monde dans lequel vivent nos concitoyens et nous-mêmes. Emmanuel Ménard.
Absolument. Je veux dire, moi, si j'avais pas l'appui des maires de ma circonscription, pas tous, pardon, de quelques maires de ma circonscription, et si je recevais pas dans ma permanence à chaque fois que je rentre à Béziers, donc toutes les semaines, les gens qui ont envie de venir me rencontrer, si j'allais pas dans les villages tenir des permanences aussi de façon régulière, comme je m'y étais engagée pendant ma campagne électorale, je serais complètement déconnectée. Vous pouvez pas parler d'agriculture, de viticulture, de pêche, des éoliennes, sans avoir les contacts avec les gens qui les subissent ou qui les pratiquent ou qui... Enfin, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir des positions ex cathedra comme ça sur tous les domaines. Prenons, je ne sais pas, la loi Pinel, l'application de la loi Pinel, puisque ça a été réformé. Voilà, si je n'avais pas l'expérience de la municipalité de Béziers, qui est directement concernée par la loi Pinel, je ne pourrais pas aller défendre en commission ou dans l'hémicycle voilà, mes amendements ou poser les bonnes questions aux ministres quand on les auditionne en commission ou des choses comme ça. Donc, on a besoin absolument d'être attaché au territoire. C'est pour ça, quand on dit « vous n'êtes pas des députés de circonscription, vous devez être des députés de la nation », moi je dis non, on doit être les deux. Les deux, absolument. Et l'un ne va pas sans l'autre. William Géniès, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de réformer? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une pause pour permettre justement aux députés aujourd'hui de travailler un peu plus le fond plutôt qu'ils ne votent? Il y a eu une année très très chargée. Hein. Ils l'ont d'ailleurs tous regretté. Hein. Ils étaient très très fatigués. Juste Laurent, pour vous répondre, mais j'ai une question qui a traversé le débat sur lequel je veux revenir. Entre ancien monde et nouveau monde, comme il a été dit, il y a une transition. En revanche, le député notable qui était maire, qui cumulait les mandats, je vais prendre l'exemple de Georges Frêche, puisqu'on est à Montpellier, maire d'une grande ville, métropole, à un moment de la région plus tard, et qui avait... c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, un élu ne peut pas cumuler tous les mandats, et donc pour son ancrage au sol et sa participation au niveau national, je pense que les réformes à venir, je parle des réformes institutionnelles, peut-être aideront parce que la tension est différente. Parce qu'avant, les élus, les députés, quand ils cumulaient, ils avaient d'autres ressources. Donc là-dessus, je pense qu'il y a les députés qui sont ici vont le voir très rapidement, parce que la tension dont on parle, elle va être de plus en plus forte, et les formes de médiation ne vont pas être celles qu'il y avait avant, qu'on peut pas s'appuyer sur une commune, etc. Il faudra observer et en débattre à nouveau. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Dimanche en politique. La semaine prochaine, nous parlerons de l'ex-capitale de la région. Je veux parler de Montpellier, surdoué ou surcoté. Passez un excellent dimanche et une bonne semaine sur France 3.